Je suis très heureuse de présider cette session et je remercie les organisateurs et Isabelle Kalinowski de m'avoir confié ce rôle pour une session dont l'intitulé « Stratégie d'auteur » va nous permettre de mettre en question la définition même de l'auteur, famille, proche, et la question des stratégies qui traversent l'auteur, stratégies politiques, familiales, individuelles et institutionnelles, ainsi que les différentes périodes où change la division du travail. Donc je suis vraiment admirative également de la structuration de ce colloque, dont je rappelle qu'il a fonctionné jusqu'à présent en 2 triptyques. Donc nous ouvrons le 2e triptyque. Le premier triptyque s'intitulait « Définition » avec archives, ateliers et bibliothèques. Et le 2e triptyque qui commence aujourd'hui s'appelle « Opération » avec cette session « Stratégie d'auteur », puis « Classer, inventorier, sauver » et enfin « Éditer ». Donc pour commencer cet après-midi, où nous nous poserons des questions sur ce qui relie les auteurs dont nous allons parler, j'ai le plaisir de donner la parole tout de suite à Monica Zanardo, maîtresse de conférence à l'Université de Padoue, qui est spécialiste des archives littéraires italiennes, formée à Sienne et qui a travaillé ici avec l'ITEM. Et j'attends avec beaucoup d'intérêt ce qu'elle nous racontera, sans doute sur Vittorio Alfieri. Peut-être pas. Et merci notamment aux organisatrices et à l'organisateur de cette rencontre pour cette invitation à présenter aujourd'hui quelques notes seulement sur un sujet qui me tient pourtant énormément à cœur et sur lequel je suis en train de réfléchir depuis désormais quelques années, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les intentions d'archives ou le désir d'archives. Je me propose aujourd'hui d'aborder quelques-unes des implications méthodologiques et herméneutiques qu'une telle notion comporte et dans la 2e partie de mon intervention, de la problématiser en quelque sorte à travers quelques exemples tirés de la tradition italienne. Mais tout d'abord, et très, très synthétiquement, qu'est-ce que j'entends là par intention d'archives ? J'entends par là le fait que dans quelques cas, car ce n'est pas toujours le cas, mais les archives, notamment les archives des écrivains, peuvent être bel et bien des archives d'auteurs, dans la mesure où certains auteurs ont activement soigné l'organisation de leurs propres archives et se sont souciés de leur conservation, de leur transmission. Dans certains cas, en fait, l'ensemble de documents qui constituent les archives d'un écrivain est le résultat d'une sélection et d'un agencement des matériaux dont le responsable est le sujet producteur des archives même. Et cela, même lorsque cet agencement originaire des documents s'est perdu au fil du temps ou au fil de multiples dispersions dont les archives, et notamment les plus anciennes, ont souvent fait l'objet. Cette notion, à mon avis, a de nombreuses conséquences, car le degré d'intentionnalité par lequel certains auteurs s'archivent eux-mêmes peut poser quand même des problèmes en ce qui est de la fiabilité de ce document, donc c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut se fier à des documents qui ont été manipulés à dessein. On va y revenir, mais en même temps, je pense que cette notion appelle le chercheur à s'interroger sur les stratégies qui précèdent à ces opérations, et c'est-à-dire quelle est l'image de soi-même qu'un auteur souhaite livrer au public de par ses archives. Quels sont donc les éléments qui attestent ou qui suggèrent l'existence chez un auteur donné dans quelque degré d'intention ou de désir d'archives? Parmi les nombreuses traces possibles, parmi les indices de l'existence d'une intention d'archive, je me borne ici, par souci de synthèse, à en rappeler 3. Condition nécessaire, mais non suffisante, est que l'on constate l'existence d'un désir de conserver, de garder, de sauvegarder en totalité ou en partie ses propres archives après sa mort. Il peut y avoir intention d'archives seulement si un auteur donné a conscience de la valeur patrimoniale et intellectuelle de ses propres papiers et de ses livres.
Des traces d'un souci de conservation peuvent être décelées dans des documents administratifs ou juridiques tels des dernières volontés, des legs, des testaments, ainsi de suite. Et alors déjà, si l'on a conscience que nos archives vont nous survivre et que quelqu'un va pouvoir les consulter, il est fort probable que l'on décide au préalable des documents qui méritent d'être conservés et que l'on va donc garder, et de ceux qui, par contre, il vaut mieux, en quelque sorte, détruire. On en a parlé aussi ce matin. Cela implique donc le deuxième élément représentatif de l'existence d'une intention d'archive, et je pense le plus significatif, à savoir le fait qu'un auteur ait trié et organisé ses propres archives. Ce qui pose pas mal de problèmes parce que d'habitude, on a en quelque sorte tendance à croire que les archives littéraires sont le résultat d'une stratification somme toute aléatoire des documents et par conséquent qu'elles constituent des ensembles neutres. C'est bien pour cette raison qu'elles nous donnent l'impression de pénétrer dans le laboratoire secret de l'écrivain, de faire intrusion dans un système qui, a priori, ne prévoit pas de destinataire, qui ne prévoit pas forcément un public. Ce qui est vrai dans de très nombreux cas. Okay. Et pourtant, lorsqu'on soupçonne qu'un auteur a pu remanier à dessein ses papiers, il est licite de s'interroger sur la supposée neutralité de ces ensembles de documents. Il y a une métaphore policière qui est souvent utilisé par les philologues, par les généticiens, et qui compare les chercheurs à un enquêteur qui, sur la base de traces, sur la base de témoignages, de preuves, ainsi de suite, cherche à retracer le déroulement de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et très bien. Face à l'existence d'un quelque degré d'intention d'archive, il faut prendre en compte le fait que la scène du crime a été polluée, que les preuves ont été façonnées et que l'auteur, que l'on croyait avoir espionné à son insu, savait très bien d'être observé et donc, pour la plupart du temps, il était en train de poser. Troisième indice, une trace on ne pourrait pas plus évidente de l'existence d'une intention d'archive a affaire à celle qu'on pourrait dénommer de mise en récit ou de mise en perspective des documents. Je pense là à toute une série d'annotations, à toute une série de glosses, de commentaires, souvent de nature autobiographique ou presque de journal intime, par lequel un auteur donné livre des informations sur soi-même, ou alors, mieux encore, sur l'ouvrage dont un document donné est l'un des avant-textes. Il ne s'agit pas là de notes de régie. Il ne s'agit pas d'éléments ayant une pertinence génétique ou une fonction génétique à strictement parler. Il s'agit de méta-annotations qui portent sur l'interprétation du document, sur la mise en perspective du document, non de l'ouvrage qu'il livre. À travers de telles méta-annotations, un auteur souhaite donner des précisions sur, par exemple, la naissance d'un ouvrage, sur ses intentions, sur son état d'âme à l'époque, etc. Mais il est fait presque toujours, normalement, a posteriori. Okay? Et il est fait pourquoi? Pour orienter la consultation des documents, pour guider les lecteurs potentiels du document et pas de l'ouvrage. Inutile d'observer à quel point sont insidieuses de telles archives dans lesquelles se trouvent toutes les pièges qui caractérisent le récit de soi. En effet, on a également parlé, dans de tels cas, d'archives autoportraits. J'emprunte cette expression, archive autoportrait, à un article de Myriam Trevisan paru dans le volume qui publie les actes d'un colloque organisé en 2013 par Simone Albonico et Nicolas Scaffai et consacré à l'auteur et ses archives. Dans l'article qui ouvre le volume, Trevisan observe que, et je traduis, alors, dans le cas des archives littéraires, des éléments subjectifs et conscients règlent le rangement, la conservation et la transmission des papiers.
L'auteur parle donc de soi à travers ses archives, qui documentent ainsi non seulement sa figure d'écrivain, mais aussi celle plus vaste d'homme et d'intellectuel. Et continue Trevisan, des raisons d'ordre pratique et un désir d'immortalité se rencontrent d'une façon difficile à démêler et font des archives pas tellement un miroir, mais plutôt un autoportrait qui est partiel et orienté comme toute autoreprésentation. Or, je fais mienne les mots de Myriam Trevisan avec un tout petit correctif. Les archives littéraires ne sont pas toujours des archives autoportraits. Pour entrer un peu dans les vifs de mon intervention, je vais vous donner quelques exemples d'intentions d'archives en me penchant sur des cas qui ne sont peut-être pas les plus parlants, mais qui sont des cas issus de la tradition italienne. J'ai choisi d'en parler, tout d'abord parce que la tradition italienne est un peu mon domaine de recherche, mais surtout en raison des spécificités de la tradition italienne qui s'avère être très précoce dans la conservation des manuscrits d'auteurs. Comme l'a bien montré le numéro Genesis que Christian Del Vento et Pierre Musitelli ont consacré à ce sujet en 2019 et qui a eu une version remaniée élargie en italien en 2022. Alors, je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Âge ou de la Renaissance non plus, mais je vais faire trésor de ce que j'ai appris il y a un an à l'occasion d'un colloque que j'ai organisé à Padoue avec Paola Italia et dont les actes paraîtront dans les prochaines semaines. L'enjeu de ces colloques était de traverser les archives des auteurs italiennes, des Pétrarque à Manzoni, donc jusqu'à la moitié du XIXe siècle, pour chercher les traces d'une éventuelle intention d'archive. Il s'agissait là d'un véritable défi, car la distance temporelle a, comme on le sait très bien, des conséquences néfastes sur la conservation des archives, donc manuscrits et bibliothèques personnelles. Non seulement ces ensembles ont été conservés de façon très partielle, parfois déjà à l'origine, mais aussi ils ont subi des dispersions importantes et ils ont fait l'objet de plusieurs remaniements, même au sein des institutions chargées de leur conservation. Les amis, les collègues qui ont participé à cette rencontre, à ce colloque, ont pourtant relevé ce défi. Et ils ont cherché de retracer en tant que possible la physionomie originaire de ces archives, faisant abstraction de l'intérêt que ces papiers ont en tant qu'avant-texte d'un ou de plusieurs ouvrages, et en se penchant sur ces archives, en le regardant en quelque sorte à part entière. Je vais donc commencer mon petit aperçu des intentions d'archives chez les auteurs de la tradition italienne par le roi de la mystification, c'est-à-dire Monsieur le Pétrarque. On sait qu'il y avait chez Pétrarque un désir de conserver en quelque sorte ses papiers et sa bibliothèque. On sait par exemple qu'à sa mort, Pétrarque avait laissé des armoires contenant ses papiers. On a des traces indirectes qui nous permettent d'imaginer qu'il avait aussi très bien rangé ses archives et qu'il avait coutume de garder ses brouillons même après qu'ils avaient été dépassés par des réécritures ultérieures. Il avait même chargé un de ses plus fidèles collaborateurs, Lombardo della Seta, de s'occuper, après sa mort, de la diffusion de ses ouvrages, tout en triant à l'avance celles à diffuser, puisqu'elles étaient achevées en quelque sorte, et celles qui n'étaient pas destinées à la publication, du moins pas dans l'immédiat. Malheureusement, les archives de Pétrarque ont été dispersées au fil des héritages successifs et la plupart des documents ont été détruits, notamment les brouillons qui étaient considérés à l'époque comme des objets n'ayant pas de valeur et pire encore qui risquaient d'endommager la réputation, la renommée du poète. C'est donc presque par hasard que le très célèbre Codice degli Abbozzi, le brouillon du chansonnier, a survécu. Et finalement, il a survécu par le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la langue italienne, car au XVIe siècle, Pietro Bembo a décidé que Pétrarque devait être le modèle à partir duquel forger la langue de la poésie en italien.
C'est une histoire très longue, je ne vais pas m'y attarder maintenant. Ce qui m'intéresse est de me poser et de vous poser la question suivante. Alors, Pétrarque anticipe ou semble anticiper un rapport à ses propres archives qui est très moderne et dans quelques cas, on a également l'impression que dans les siècles successifs, quelques auteurs ont modelé sur Pétrarque sa propre relation à ses archives. Et toutefois, je me demande, mais Pétrarque a-t-il vraiment constitué une exception? Ou alors, ce qui est exceptionnel est plutôt l'effet qu'on en ait gardé la trace. Je n'ai pas la réponse à cette question, okay, malheureusement, mais je crois que si l'on commence de regarder aux archives des auteurs d'un œil différent, on va peut-être avoir quelques surprises. En ce qui est de la bibliothèque de Pétrarque, c'est connu que Pétrarque avait pris des accords avec la République de Venise pour léguer à la ville de Venise sa collection libraire sous deux conditions. La première, de ne pas privatiser ces volumes, c'est-à-dire de les mettre à la disposition de tous en libre consultation, et deuxième, de ne pas disperser cette collection, c'est-à-dire de la garder dans son intégralité. Okay? Il imaginait finalement sa propre bibliothèque comme les noyaux d'une grande bibliothèque publique. Il y a même des échanges avec Boccace. Alors, entre Pétrarque et Boccace, il y avait de nombreux échanges intellectuels, des emprunts de livres, etc. Et bon, Pétrarque propose à Boccace de fusionner leurs bibliothèques respectives pour pouvoir constituer un legs, un héritage culturel important et significatif pour la collectivité, pour la postérité. Finalement, les choses en sont allées autrement. On le sait, non seulement Boccace et Pétrarque n'ont pas fusionné leur bibliothèque, mais aussi les accords avec la République de Venise ont sauté. Et comme on le sait très bien, la très riche collection de Pétrarque, qui était un véritable bibliophile, a été dispersée. Ce qui m'intéresse est toutefois de mettre en lumière l'effet que Pétrarque, à un moment donné, a eu cette idée. Et donc, tout d'abord, qu'il avait conscience que sa collection de livres était précieuse et non seulement pour les volumes qui figuraient, qui étaient des volumes importants, mais aussi pour le fait d'avoir été la bibliothèque de Pétrarque. Donc, il savait très bien que son aura d'auteur ajoutait de la valeur à sa collection. Okay? Et ensuite, il est important, je crois, de souligner que puisque Pétrarque avait imaginé d'ouvrir les portes de sa bibliothèque à la collectivité, il avait forcément pris en compte le fait que des regards extérieurs se seraient posés sur les pages de ce volume. Alors, ce dernier aspect est très significatif pour mes réflexions, même s'il ne faut pas en exagérer l'importance. Au Moyen-Âge, c'était assez courant de gloser ces livres, même d'y déposer des annotations de nature parfois personnelle. On avait coutume d'échanger les livres, de les partager. Les livres étant à l'époque moins banalisés qu'à l'époque des imprimés, ils n'étaient presque jamais des objets strictement personnels. Il ne faut pas donc s'étonner de trouver des glosses, des annotations dans les volumes ayant appartenu à Pétrarque, tout comme il faut considérer que les marges des livres étaient en quelque sorte intrinsèquement par leur nature des espaces qui s'ouvraient à un regard extérieur, un public. Et très bien, toutefois, il faut avouer que Pétrarque va très loin dans son niveau d'exposition au public. Et je pense là au très célèbre Virgile ambrosien, c'est-à-dire l'exemplaire des ouvrages de Virgile, mais pas exclusivement de Virgile, mais bon, ayant appartenu à Pétrarque, conservé aujourd'hui à la bibliothèque ambrosienne de Milan. Dans cet exemplaire, très chéri par Pétrarque, et qu'il avait fait très richement décorer par Simone Martini, l'auteur dépose une longue note en souvenir de la mort de Laura, sa muse poétique, la femme que, comme il le souligne dans cette longue note, il avait rendue célèbre à travers ses poèmes. Dans cette note,
Pétrarque retrace brièvement les étapes de sa rencontre avec Laura jusqu'à la mort de celle-ci. Et on peut observer qu'en quelque sorte, il s'agit des mêmes étapes qui marquent le récit de son recueil de poèmes. Cette note, qui figure dans un document a priori privé ou quand même semi-privé, faisant partie des archives de Pétrarque, pas de l'ouvrage publié, mais des archives, sert en quelque sorte de validation, de confirmation de la base réelle du récit fictionnel qu'il confie au poème. Il y a aussi des lettres où l'auteur imagine de répondre à l'accusation d'avoir simulé ses malheurs et d'avoir inventé cette Laura seulement pour pouvoir en écrire, pour parvenir à la gloire littéraire. Et Pétrarque insiste sur le fait que Laura n'est pas une mousse de papier et que finalement ses tourments sont bel et bien réels. Je me suis interrogée sur les raisons pour lesquelles Pétrarque s'acharne tellement à plusieurs endroits, à plusieurs moments, à souligner la base autobiographique de son histoire d'amour. Alors que, et ça a été prouvé, il y a quand même quelque chose qui cloche, il y a des contradictions, etc. Et je crois, je me trompe peut-être, mais bon, je crois qu'il insiste sur ces points parce que la revendication de la base autobiographique lui permet de se sentir plus proche de son modèle, à savoir Saint-Augustin, et d'insérer sa production lyrique dans un parcours d'édification morale afin d'élever ses poèmes par rapport au reste de la poésie lyrique contemporaine et plus conventionnelle qui rentrait, dans la plupart des cas, dans une démarche de jeu littéraire. Pour ce faire, pour conférer rétrospectivement une valeur exemplaire à l'ensemble de ses poèmes, il a en quelque sorte besoin d'adapter sa biographie à sa production littéraire, afin de renforcer cet extraordinaire monument de papier qu'il a si soigneusement bâti. Et les archives peuvent contribuer à consolider ce monument. Si l'on passe rapidement en revue les archives des humanistes, on est là confronté à une situation un peu différente. Alors, les humanistes, on le sait, avaient une posture philologique qui venait de leur formation, de leur amour pour la découverte et la restauration des manuscrits, de leur pratique presque quotidienne d'édition des textes. Bon. Leur profession, finalement, les amenait en quelque sorte à classer, à organiser, à soigner les archives. On s'attendrait donc à des très belles archives, très bien organisées chez les humanistes. Toutefois, cette sensibilité dialogue interfère avec l'idée du savoir qui était propre aux humanistes. En fait, ce qui me semble caractériser à cette époque le rapport des auteurs à ses propres archives littéraires a affaire à une dimension intrinsèquement collaborative et partagée d'un bon nombre d'archives. Les manuscrits, les livres de Policien, par exemple, sont un lieu de partage du savoir avec ses élèves. Donc, les annotations qu'il dépose ici-là font partie d'un dialogue différé avec ses collaborateurs. Et puisque la connaissance, les savoirs se construisent à travers l'échange, à travers le débat, voilà que même les archives personnelles sortent de la dimension close et personnelle de la construction d'un auteur et finissent pour devenir le lieu où se transmet, où se perpétue un magistère. C'est sans étonnement qu'on observera que les archives de Policien, qu'on vient de citer, ont été elles aussi dispersées. Mais il s'agit d'une dispersion précoce, car ces élèves se sont disputés ce qu'ils considéraient le legs le plus précieux de leur maître. Dans les volumes du colloque de Padoue dont je vous ai parlé tout à l'heure, Andrea Severi et Clementina Marsico montrent très bien cet aspect en s'appuyant sur les cas d'humanistes peut-être moins connus que Policien comme Bartolomeo Fonzio, Filippo Beroaldo, Giovanni Tortelli, etc. Et finalement, il me semble
que chez les humanistes, lorsqu'il y a désir de conservation et ou intention d'archive, ce n'est pas pour faire ressortir l'homme biographique qui est derrière l'auteur, mais c'est normalement, ou le plus souvent, afin de renforcer un héritage culturel, de continuer en dialogue à distance avec ses collaborateurs et de transmettre en quelque sorte sa propre posture d'enseignant et de maître. Je n'ai pas encore assez d'éléments pour parler des intentions d'archives au XVIe et XVIIe siècle, mais je me borne quand même à observer que pour des auteurs comme Bembo, Trissino ou Guicciardini ou Castiglione, il y avait quand même une sorte d'habitude à la conservation des papiers qui lui venait finalement de la tradition des archives de famille. Pour des écrivains issus des familles nobles, il était assez courant de considérer la bibliothèque et les archives comme des éléments pouvant contribuer à consolider le prestige de la famille. Les archives sont donc souvent assez bien conservées à l'origine, mais il faut remarquer que les archives d'auteurs font partie d'un ensemble plus vaste, donc sont une petite chose au sein d'un ensemble plus vaste. L'auteur participe, pour ainsi dire, d'une démarche d'autopromotion de sa famille, et non tant de soi-même en tant qu'homme de lettres. À la limite, puisqu'on est confronté souvent à des diplomates qui pratiquent les lettres, ce qui compte, ce dont on a intérêt à garder la trace, est surtout ce qui témoigne du pouvoir acquis, des rapports institutionnels qu'ils ont pu consolider, etc. Donc c'est l'apport à la famille. L'auteur est intéressant parce que c'est un apport au prestige de la famille. Mais c'est finalement au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on trouve des exemples extraordinaires d'intention d'archives. On pourrait dire qu'il s'agit d'une impression faussée par le fait que c'est une époque plus proche, ce qui a favorisé en quelque sorte la transmission et des documents jusqu'à nos jours. Ok, oui, c'est vrai, peut-être. Pourtant, j'ai l'impression qu'il faudrait prendre en compte les changements aussi de paradigme esthétique, les changements de les statuts d'auteur qui ont eu lieu au XVIIIe siècle, qui, à mon avis, entretiennent un dialogue très fort avec la diffusion à cette époque d'auteurs chez qui les intentions d'archives sont assez marquées. Je vous invite à consulter, dès qu'il sera publié, le volume sur la volontà d'archivio, qui réunit les actes du colloque de l'année dernière, pour vous plonger dans les archives, par exemple, de Pelli Bencivenni, étudiées par Laurence Massé, qui montre comme Pelli, même en l'absence d'une véritable œuvre publiée, se soucie de ces archives et organise un imposant ensemble de documents jusqu'au paradoxe d'être confronté à une très faible conscience ou intention d'auteur, contrebalancée par un désir d'archives très très fort. Ou alors, vous pourrez vous rendre compte, par la lecture de la contribution de Pierre Musitelli, des dangers, des fausses pistes dont abondent parfois les archives lorsqu'une intention d'archive y est reconnaissable. Le cas de Pietro Verri, et Pierre le montre très bien, en est un exemple extraordinaire. Alors, Verri s'est vraiment très soigneusement archivé soi-même, et il a aussi parsemé ses archives de documents, de pièces quand même autobiographiques qui n'avaient pas fait circuler de son vivant, mais qui constituaient en quelque sorte des mémoires posthumes confiées aux archives. De mon côté, je ne veux pas insister aujourd'hui sur les archives de Vittorio Alfieri, parce que je n'ai marre de parler d'Alfieri, qui pourtant réalise un véritable pendant de son autobiographie et qui utilise ses livres et ses manuscrits comme des preuves au sens juridique du terme, des preuves devant valider son récit autobiographique. Inutile de dire que ces preuves sont parfois manipulées. Alfieri adapte le document à son récit autobiographique qui, à son tour,
est soigneusement construit pour consolider l'image de soi-même en tant qu'auteur qu'Alfieri a souhaité léguer à travers son œuvre. Je me borne ici à mettre en exergue la stratégie qui me semble être à la base d'une telle démarche. Pour Alfieri, selon lui, on ne peut pas juger un ouvrage sans juger en même temps son auteur. Il faut y avoir cohérence, coïncidence entre les deux. Et à son avis, un auteur se doit d'être cohérent dans sa vie, dans ses actes, avec ce qu'il préconise dans son œuvre, avec les messages qu'il véhicule en tant qu'auteur engagé à travers ses livres. C'est dans ce cadre que les archives deviennent un instrument exceptionnel pour faire adhérer l'image publique de l'auteur avec l'homme biographique qui représente cette instance. Les archives d'un écrivain étant le lieu où se manifeste au plus grand degré la proximité entre l'auteur et ses ouvrages. Reste à comprendre, et c'est sur ce point que je conclus, quelles sont les raisons culturelles, sociales, économiques ou sociologiques qui favorisent au XVIIIe siècle la diffusion d'une telle attention à la conservation, organisation et transmission de ces papiers. Une attitude qui prépare la grande saison de la automonumentalisation par l'auto-archivage qu'on observera chez plusieurs auteurs à partir du XIXe siècle. On verra, je crois, le cas aujourd'hui ou demain, je ne me souviens pas de Hugo. Et puis encore au XXe siècle. Et sur ce point, je conclus et je vous remercie pour votre attention.